Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast littéraire qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Nicolas Chemla. Bonjour. Bonjour Léa. Alors Nicolas Chemla, vous êtes essayiste et romancier, vous vivez à Paris. Vous êtes notamment l'auteur de Monsieur Amérique et du Murnau des Ténèbres, sorti en 2021, et finaliste du prix Renaudot la même année. Nous vous recevons aujourd'hui pour L'Abîme, publié aux éditions du Cherche-Midi. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors L'Abîme est un roman noir, parfois trash, empreint de gothisme, qui nous emmène dans l'intimité la plus crue des 6 derniers mois de la vie d'un homme d'une quarantaine d'années, homosexuel et sombrant dans la folie. Cet Américain installé à Paris depuis 20 ans vit au 6 Terre rue Paradis, adresse fantasmée par vous, Nicolas Chemla. Tout à fait. Dans un immeuble dont la façade annonce tout de suite la couleur de l'histoire, on y voit sculpter, je vous cite, des visages de suppliciés mêlés à des crânes aux orbites profondes et aux sourires de mort. Le roman, qui est en fait le journal de l'Américain, est une descente progressive dans la folie et dans l'angoisse. Son quotidien s'articule autour de sa lente déchéance professionnelle, de la découverte dans son appartement d'un chat mystérieux aussitôt adopté, de faits étranges voire macabres ayant survenu dans son immeuble, et la révélation du passé trouble de son voisin octogénaire. Nonagénaire, pardon. Une des singularités du texte est qu'il se distingue par une écriture hors du temps, tout en mettant en scène des marqueurs très contemporains de notre société. Le lecteur sera aussi bien le témoin d'émeutes nous rappelant les Gilets jaunes que de cérémonies occultes empruntées à la littérature du XIXe siècle. Tout à fait. Alors Nicolas Chemla, pourquoi avoir choisi ce titre, L'Abîme ? Eh bien, pour sa simplicité d'abord. Je voulais un titre qui vraiment annonce la couleur, c'est le cas de le dire, qui d'emblée nous mette face à quelque chose qu'on a tous en nous. Et puis, je voulais aussi quelque chose qui en jette, c'est-à-dire qui impose d'emblée une espèce de gravité, et puis qui mette la barre haut. C'est-à-dire enfin, moi, mon point de vue, c'est que le titre engage évidemment l'auteur et que quand on annonce d'entrée de jeu l'abîme, bah, ça veut dire qu'il va falloir aller au bout, bon, sachant que l'abîme n'a pas de fond, par définition, mais voilà, enfin, il va falloir aller assez loin dans la noirceur. Et l'autre raison pour laquelle, parce que donc il fallait annoncer la gravité, mais il y a aussi, on me le dit souvent, pas mal d'humour dans ce texte très noir, comme vous l'avez souligné. C'était un peu un jeu avec le là-bas de Huysmans, qui est vraiment la référence explicite du livre, puisque en fait l'Américain va découvrir que Huysmans est venu dans la rue dans laquelle il habite assister à des séances de table tournante et s'intéresser à l'occultisme. Et donc voilà, là-bas, l'abîme, c'était une forme de clin d'œil. Et justement, est-ce que l'abîme a une signification particulière pour vous ? Est-ce que il y a une dimension religieuse, ésotérique, en lien avec le titre ? Tout ça, oui. Bah, je pense, enfin, indépendamment de la religion, enfin, si on prend Freud, par exemple, voilà, on parle de continent noir, d'inconscient. Je crois que vraiment, enfin, Sade, par exemple, qui était athée, profondément athée, montre bien tout de même qu'il y a quelque chose comme ça quand on ouvre la porte du tunnel de nos désirs et de notre liberté totalement déchaînée. Il y a pas vraiment de fin. Donc, on arrive quand même assez vite à cette notion d'abîme, donc qui peut être l'abîme d'en haut ou l'abîme d'en bas ou d'en haut, pardon. Donc, enfin, l'important, c'est la verticalité et l'infini. Voilà. Donc, c'est pour moi, c'est ça qu'évoque l'abîme. L'abîme parle donc d'une descente dans la folie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette spirale qu'est la folie ? Eh bien, La vôtre ? voilà. Non, d'abord mon chat, puisque donc vous l'avez dit, il y a ce chat mystérieux qui apparaît, et en fait le point de départ de l'abîme, c'est le regard du chat en fait. C'est vraiment la clé de tout le roman. Sans spoiler, on peut dire que c'est à peu près là que ça commence et c'est là que ça finit. Et en fait, j'en avais un peu marre des romans dits à sujet.
Donc où on va parler de thèmes très importants, urgents, sociaux, sociétaux, politiques, voilà. Donc moi, ça me saoule en fait. C'est pas D'ailleurs, vous les décriez dans le livre. voilà, je les décris et d'écrire et de décrier. Et donc voilà, ça m'énerve un peu parce que pour moi, la littérature a pas d'objet véritable en fait. La littérature, elle se justifie elle-même. Donc moi, je voulais un peu prendre le contre-pied de tout ça et prendre le sujet le plus petit possible, c'est-à-dire un type enfermé chez lui avec son chat qui regarde dans les yeux de son chat et qui est émerveillé. Donc c'est un peu autobiographique puisque de fait, j'ai passé pas mal de temps enfermé avec mon chat, notamment quand j'écrivais Murnau des Ténèbres. Et à partir de ce tout petit rien du tout, qui est l'œil d'un chat, de déployer complètement toutes les potentialités narratives. Et après, bah voilà, la folie, moi je pense qu'on est tous un peu fous et folles, que c'est le vrai fuel de la littérature. C'est quand même un peu toutes nos folies dans toutes leurs formes. Donc elles sont plus ou moins légères et plus ou moins dark. Le roman, il est empreint de dualité et d'opposition. Donc on y voit cohabiter la grâce et l'horreur, le plaisir et la douleur, la douceur et la violence, l'attraction et la répulsion, la dépression du personnage principal et en même temps un désir sexuel croissant. Est-ce que c'est un hasard ou vous avez vraiment pensé le texte dans une opposition constante des éléments? Alors, bah, en toute honnêteté, non, je l'ai pas pensé comme tel, mais Tout à l'heure, vous parliez de verticalité. ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je l'ai pas, enfin, je veux dire, je l'ai pas pensé comme tel, je l'ai pas formulé comme tel, mais ce que vous dites, bah, déjà, je trouve ça très pertinent. Mais oui, enfin, je veux dire, je baigne tellement là-dedans. Et pour en revenir au chat, moi, ce qui m'intéresse dans le chat, c'est justement cette espèce de dualité, de gender fluidité, qui, moi, est un thème qui traverse un peu tous mes textes. Je trouve ça génial que cette petite chatte qui est absolument douce et adorable, soit en même temps hyper cruelle et très badass pour voilà, Et pas violente. et vivante. Et violente. Ah, et violente, oui, oui, tout Mmh. à fait. Voilà, elle est vraiment. Donc le masculin, le féminin, tout ça, on s'en fout en fait quand on regarde un chat. Et moi, j'étais très marqué quand j'étais ado, quand j'étais lycéen. On m'avait sorti une phrase, un prof. Alors je sais plus si c'est une phrase de Thomas Mann, mais il me semble qu'il disait que l'étincelle naît des contrastes, enfin, ou des contrastes naît la lumière. Et j'ai toujours été complètement habité par ça, quoi. Donc je sais pas écrire autrement, en fait. Mais justement, je me demandais, à la lecture de votre livre, est-ce que pour traiter du fond, du noir et donc de l'abîme, il faut forcément intégrer un endroit, la surface et la lumière? Est-ce que l'abîme existe sans surface et sans lumière? Oui et non. En fait, c'est surtout l'idée que de l'abîme surgit la lumière, en fait, et les ténèbres. Moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai voulu essayer d'exprimer littérairement. C'est parce qu'il y a ce noir fondamental qu'on peut créer, en fait. C'est l'origine de notre liberté, c'est l'origine de notre désir. Mais le Et personnage fait le chemin inverse. c'est-à-dire? Bah, il quitte, je dirais, la surface de la Terre pour s'enfoncer dans sa folie. Il quitte Ouais, mais il la... va il va en même temps, trouver une forme de lumière au bout des yeux de son chat. De quoi meurt-il? Est-il heureux de la fin qui l'attend? Moi, j'ai beaucoup insisté dès les premières pages, vous le soulignez tout à l'heure, hein, on parle de ces visages, notamment de martyrs. Donc je reviens à une imagerie un peu religieuse, hein, mais qui aussi est une image très BDSM, où l'effroi et l'extase se rejoignent. En fait, je parlais d'astrophysique tout à l'heure, je tiens absolument à parler des trous noirs, n'est-ce Mmh. pas? C'est présent dans le Et livre. voilà, c'est Mmh. très présent dans le livre. Non seulement on a prouvé l'existence des trous noirs, on a découvert qu'il y en avait un au cœur de notre galaxie. Et surtout, on a découvert que plutôt que d'aspirer tout et d'annuler tout, en fait, ils sont à l'origine de toute la matière dans l'univers. Donc cette dichotomie, en fait, elle est pas juste une vue de l'esprit, ou une espèce de délire philosophico déconstructionniste. Elle est une réalité de la vie même sur Terre et hors de la Terre, dans l'espace entier, quoi. Donc je trouve ça vertigineux et je me dis que quand on écrit, bah voilà, enfin plutôt que d'écrire à nouveau sur que des sujets de société d'aujourd'hui maintenant qui donnent l'impression d'être très importants Et qui vous agace. et qui m'agacent. Non, mais je trouve ça plus important, plus fondamental en fait de parler de ce rapport
enfin, ça va être des grands mots, mais entre l'être et le non-être. Tout à l'heure, vous parliez de Huysmans et de son roman Là-bas. Et justement, moi, j'ai envie de savoir quel pont vous feriez entre Là-bas et l'abîme. Ah ben, alors là, beaucoup, hein, parce que, enfin, l'idée, c'est vraiment, enfin, dès le départ, je voulais refaire Là-bas. Enfin, je voulais faire un remake, et donc Là-bas, moi, c'est un bouquin qui, voilà, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, je le lis et le relis régulièrement. Je le trouve absolument dingue à tous les niveaux. Donc j'en parle dans le bouquin, mais c'est un livre hyper profond, hyper intéressant, hyper, sexuel et sexué, hyper drôle, enfin, il y a plein de dimensions dans ce livre, et puis c'est un livre qui est déjà méta. En fait, dans Là-bas, Huysmans se met en scène via un double littéraire qui s'appelle Durtal, qui écrit un livre sur Gilles de Rais, le Barbe Bleue, serial killer, pédophile. Et en écrivant ce livre, découvre que le satanisme existe à son époque et va se retrouver confronté, enfin il va aller jusqu'à assister à des messes noires de la fin du 19e qui sont décrites comme de véritables orgies, auxquelles honnêtement, enfin aujourd'hui, je pense que pas grand monde trouverait grand-chose à redire, puisque voilà, on aime bien les orgies, on trouve ça cool. Mais bon, à l'époque, ça fait scandale. Et moi, je trouvais rigolo de transposer ça à notre époque. Moi, ça fait 25 ans que j'habite dans mon immeuble. J'ai ressenti des choses étranges, à nouveau sans jamais avoir vu de fantômes ou quoi que ce soit, mais il y a certaines choses qui se passent dans le livre qui me sont véritablement arrivées. Et puis je trouvais intéressant en fait de raconter l'histoire d'un immeuble. J'ai toujours été fasciné par ces livres ou ces films qui sont totalement, qui se En huis passent, clos. voilà, en huis clos. Et donc j'ai toujours eu envie d'écrire un roman enfin le roman d'un immeuble en fait. Bon, j'y suis plus ou moins arrivé avec l'abîme, mais d'une manière un peu détournée. Mais surtout, en fait, quand j'ai commencé à creuser l'histoire de mon immeuble et de mon quartier, il se trouve que, alors que j'avais déjà plus ou moins l'idée d'écrire sur Huysmans et Là-bas, je me rends compte que Huysmans est venu dans ma rue, assister donc à des séances de table tournante. Et encore plus fort, je découvre que dans cet immeuble dans lequel j'habite depuis 25 ans, moi qui suis très fasciné par la figure du mal, et qui a eu toutes ces impressions étranges, etc., je découvre que au rez-de-chaussée de mon immeuble se trouvait la librairie du Merveilleux, qui était vraiment la plaque tournante de l'occultisme de la fin du 19e siècle, qui a été ouverte par l'ennemi juré de Huysmans qui s'appelait Papus, qui était une espèce de superstar de l'époque, qui écrivait livre après livre, qui se vendait comme des petits pains. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même très étrange comme convergence d'éléments, quoi. Donc, Pourquoi vous êtes fasciné par la figure du mal? waouh, pourquoi? Bah, je sais pas, parce que je trouve ça plus rigolo que. Non, je sais pas, il y a plein de raisons. J'ai dit dans une autre interview que, alors moi je déteste tout ce qui est déterminisme biologique, mais en même temps, pour me faire l'avocat du diable, c'est le cas de le dire, on peut dire que voilà, que quand je suis né au cœur de la nuit, à minuit et demi, le dernier jour de novembre. Donc voilà, il fait nuit, il fait noir, il fait froid, c'est la naissance de l'hiver. J'ai été roux, donc les roux sont considérés comme les enfants du diable ou des sorcières, etc. Et en plus, j'étais allergique au soleil. Donc, fallait pas me mettre dehors. Donc, enfin voilà, donc tout me poussait vers la nuit en fait, et peut-être que c'est là qu'on se trouve des sympathies, qu'on découvre d'autres auteurs qui ont cette noirceur. Enfin, en tout cas, quand on est allergique au soleil, c'est quand même assez traumatisant, hein. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour un petit gamin, quoi. Voilà, c'est genre le soleil ne m'aime pas, donc je n'aime pas le soleil. Donc je regarde la lune et la nuit et voilà. Et l'abîme, Oui, le titre L'abîme, qu'est-ce qu'il traduit de votre état d'esprit au moment de l'écriture du roman? il traduit, une forme de désespoir, on peut le dire. Je crois que enfin voilà, là, l'actualité en plus, récente, enfin je sais pas, j'ai l'impression que chaque jour on s'enfonce un peu plus quand même. Donc je suis pas très optimiste de nature. Ah, plus, voilà, avec l'âge, hein, on l'est de moins en moins. Donc, je vous avoue que je vois pas comment on peut regarder autour de soi sans se dire que, vraiment on est au bord du gouffre, quoi. Et Hem, c'est ce que vous ressentiez au moment de l'écriture? ah ouais, ouais, complètement, c'est ce que je ressens tout le temps, mais en même temps, à nouveau,
Je suis pas optimiste, mais je suis un jouisseur. Donc, c'est ce sentiment, cette sensation d'être au bord du gouffre, voire d'avoir déjà commencé la chute et que le monde entier s'engouffre dans ce truc. Enfin, moi, je vois aucun espoir à notre monde, hein, à tous les niveaux. Mais je me dis, de là, on peut quand même tirer une forme d'énergie créative et essayer de faire les derniers beaux livres et les derniers beaux textes avant de mourir, quoi. Vous prenez du plaisir à flirter avec l'abîme? Complètement. Alors en fait, voilà, parce que donc on n'a pas encore parlé de l'homosexualité, enfin ou de la sexualité, parce que j'aurais pu écrire, il se trouve que le personnage est gay, mais j'aurais pu écrire exactement la même chose avec un hétéro. C'est ça, c'est pas si important en fait. Non, voilà, mais la sexualité est importante. Le Oui, désir, le le désir. fait que sa sexualité se trouve débridée est importante et ça aurait très bien pu être un hétéro. Il se trouve que moi-même étant gay, j'ai préféré écrire de ce que je connaissais bien et enfin bon bref, on va pas, aller trop dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que oui, vous me disiez: «Est-ce que je prends du plaisir Flirter avec à flirter l'abîme. avec l'abîme?» Bah, en fait, il y a quelque chose qui moi me fascine, c'est comment en fait dans l'univers gay, la figure du mal et du diable est omniprésente. Alors toujours de manière un peu décalée et c'est très cool, c'est sexy, c'est graphique, c'est tout ce qu'on veut. Et donc on vous dit toujours que c'est absolument pas sérieux, mais il y a quand même enfin moi, la manière dont j'ai vécu mon homosexualité grandissant dans une famille, un peu traditionnelle, alors pas, pas bigote, mais bon, bah, voilà quoi, c'est pas bien, on vous dit que c'est pas bien. C'était quand même cette idée d'aller à nouveau, enfin d'ouvrir la porte, d'aller checker sous le lit, d'aller, regarder au fond du placard, qu'est-ce qu'il y a de caché? Pour ma génération, la première fois que vous vous enfoncez dans une backroom, que vous avancez dans des couloirs, mal éclairés, alors en plus avec souvent des lumières un peu rougeoyantes, et vous voyez toutes ces silhouettes, toutes ces ombres qui passent et qui vous frôlent, enfin, vous avez vraiment l'impression, alors bon, c'est peut-être mon imagination débordante, mais vous avez quand même l'impression d'avancer dans une espèce d'enfer, très très jouissif et jubilatoire. Mais en tout cas, vous dites: je suis allé voir dans le noir ce qu'on m'a interdit d'aller voir» et j'ai trouvé, eh bah, oui, de la jouissance et voire de la grâce. Enfin, c'est là que c'est un peu, circulaire et que dans la verticalité, le haut et le bas, se rejoignent, quoi. Mais voilà, donc oui, bah, oui, j'ai une vraie jouissance pour moi à se frotter à l'abîme. Puis honnêtement, je pense que 80, on va dire 5 des artistes, se nourrissent De transgression. de transgression, enfin en tout cas oui, de noir, de vertige, sinon c'est pas très à nouveau, je pense pas très intéressant. Le titre, c'est souvent un des premiers éléments qui attire le lecteur. Dans le cas de l'abîme et en une phrase, heu, qu'est-ce que vous avez souhaité qu'il induise pour le lecteur, ce titre? De la curiosité et du frisson? Est-ce que vous avez envisagé un autre titre? Oui, mais Lesquels? aucun ne me plaisait. Ouf, je m'en souviens plus. Il y avait un truc, je crois que c'était, Mes nuits parisiennes ou un truc comme ça. Ouais, Enfin, c'est moins je fort. trouvais un peu, voilà, La chambre noire aussi, mais c'était trop parce que bon, ça se passe essentiellement dans la chambre, mais il y a quand même toute l'histoire du quartier, de la rue. Ah, il bouge, c'est pas vraiment un huis clos, hein. Ouais, voilà. Mais en fait, non, moi, je voulais absolument que ce soit l'abîme dès le début, en fait. C'était, enfin, avant même de commencer d'écrire, j'avais cette idée, notamment parce qu'il y avait cette résonance avec là-bas. Alors, je sais qu'il y a que moi qui la vois, mais pour moi, c'était important de pouvoir, en interview, dire: «Bah oui, là-bas, l'abîme, ha ha». Voilà. Comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit des lecteurs une fois le livre refermé? Qu'ils se disent qu'ils ont regardé pas dans leur propre abîme, mais en tout cas, oui, qu'ils se rendent compte qu'on a un peu tous ça en nous et que l'abîme, en fait, est une source de jouissance autant que de terreur, quoi. Et donc si l'abîme devait procurer une sensation, ce serait le plaisir et la terreur aussi? Non, surtout le vertige. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui serait la bande originale du livre? Oh!
C'est une très bonne question. Moi, oui, un titre de chanson. Alors oui, bah, en fait, le livre s'ouvre sur une chanson des Black Angels qui s'appelle Black Isn't Black. Donc, qui dit le noir n'est plus le noir. Ouais, enfin, je trouve que ça matche bien. Après, je pourrais vous parler aussi. Je peux en donner deux autres? Je vous en prie. Alors, City of Refuge de Nick Cave, parce qu'il y a cette idée de il faut partir absolument, il faut fuir, et puis voilà, on est en plein apocalyptisme, je sais pas comment on dit. Et Venus in Furs de Velvet Underground, je pense que c'est une très bonne bande-son de ce livre, parce que voilà, il y a un côté un peu cérémonie, SM, dark, religieuse et sexy, quoi. Voilà. Et pour finir, Oui. un titre d'ouvrage qui vous a marqué et qui serait pas là-bas? Alors, j'ai envie de parler de Bret Easton Ellis, parce que c'est une autre référence importante, et je dirais son Lunar Park, qui est son roman dans lequel justement il se met en scène lui-même après American Psycho, qui croise un tueur qui refait les meurtres d'American Psycho autour de lui alors qu'il espérait être rangé calmement dans sa banlieue pavillonnaire. C'est un livre absolument génial qui m'a beaucoup inspiré pour l'Abîme. Merci beaucoup Nicolas Chemla. Merci Léa. Je rappelle que votre roman L'Abîme est publié aux éditions du Cherche Midi, et merci à vous tous de nous avoir écoutés.